Alors, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Je suis ravie d'être avec vous ce matin. Moi, je m'appelle Claire, je suis responsable web marketing de l'agence Voyelle. Et donc, Voyelle, on est une agence digitale qui est située près de Rennes. Et on accompagne au quotidien nos clients à développer leur business grâce au digital, via de la réalisation de sites, du web marketing, et puis aussi à se développer eux-mêmes individuellement à travers la formation. Aujourd'hui, ce matin, je suis accompagnée de Jérémy, qui est la nouvelle recrue de l'agence. Le pauvre, il a commencé, je pense, 2 semaines avant le confinement. Donc, je te laisse te présenter, Jérémy. Oui, bonjour, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis très heureux de participer à ce premier, enfin en tout cas pour moi, ce premier webinaire. Donc, j'interviens chez Voyelle auprès de nos clients sur des notions qui touchent à la transformation digitale de l'entreprise et à la performance commerciale donc sur les supports web et mobile. Je répète, je suis vraiment très heureux d'être là. Effectivement, mon arrivée chez Voyelle a été un peu bousculée, mais voilà, tout se passe très bien. Et j'espère que vous passerez tous un bon moment. Claire va vous réexpliquer un peu le fonctionnement des questions-réponses notamment. Je lui redonne la main. Merci, Jérémy. Ce webinaire est consacré à Google Analytics et à la mesure de la performance. Petit avertissement pour démarrer, il est plutôt dédié aux personnes qui ont déjà utilisé Google Analytics, qui l'utilisent, qui n'ont peut-être pas un usage très avancé, mais qui l'ont déjà mis en place sur leur site et qui l'utilisent. Et puis aussi qui ont des actions marketing, des actions web marketing, c'est-à-dire qui mettent en place des actions pour générer du trafic sur leur site. Voilà. Et donc oui, n'hésitez pas, pendant toute la présentation, vous avez un module de questions-réponses qui est proposé par la solution Zoom. Vous pouvez poser vos questions et on prendra un temps à la fin tous ensemble pour répondre aux différentes questions. Ce webinaire, nous, j'essaie de dérouler. Voilà. Notre ambition, en fait, ce matin, c'est de vous aider à répondre à plusieurs problématiques que vous êtes susceptibles de rencontrer au quotidien. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous sentez un peu perdu, un peu noyé par les statistiques Google Analytics, parce que c'est vrai que dans cette interface, l'interface est plutôt intuitive, on va dire, on la prend en main assez facilement. Par contre, il y a beaucoup de chiffres, beaucoup de rapports, et c'est pas toujours facile de savoir où porter son attention. Donc, notre objectif, c'est déjà de vous aider à comprendre ce qui se dit ce qui peut se trouver dans Google Analytics. Deuxième enjeu, peut-être qu'aujourd'hui, vous mettez en place des actions, mais vous avez du mal à bien chiffrer, bien mesurer les résultats, savoir vraiment ce que ça génère concrètement sur votre site. Donc là, c'est vraiment l'enjeu de ce matin, c'est de vous aider à associer des actions qui sont mises en place et des résultats chiffrés. Et puis, dernier enjeu, c'est aussi de vous aider du coup à passer à l'action, parce que quand on n'arrive pas à mesurer ces résultats, du coup, on a du mal aussi à savoir où concentrer ses efforts, son temps, son argent. Donc, en mesurant mieux les résultats, on sait aussi où porter ses efforts et comment passer mieux à l'action. Donc, voilà un peu notre ambition de ce matin. Pour vous expliquer un peu comment ça va se passer, donc on démarre par un format qui va être plutôt descendant, où je vous apporte quelques conseils. Donc ce sera en 3 temps. On va d'abord voir comment identifier vraiment l'impact de ces actions, et donc comment identifier l'origine aussi de ces visiteurs. Deuxième partie, on va aller voir quels indicateurs aller voir et comment bien les choisir. Et puis, troisième temps, comment est-ce qu'on arrive à suivre ça dans le temps. Et donc, comme je disais, on aura un temps d'échange à la fin, d'à peu près 15 minutes, pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez surtout pas, dès qu'une question vous vient, à la poser et on y répondra. Donc, on démarre d'abord par comment faire pour identifier ces sources de trafic et du coup, corréler une action mise en place à une visite sur votre site. Alors déjà, tout ça, ça va se passer, si vous connaissez un petit peu l'interface Google Analytics, vous savez qu'il y a un menu avec différents onglets. Dans ces onglets, on a la partie acquisition. Donc c'est ici que ça va se passer. C'est là qu'on a en fait toutes les informations sur la provenance de nos visiteurs.
À l'intérieur de cet onglet, moi, je vous conseille d'aller voir le rapport qui s'appelle Source Support. C'est le rapport le plus complet, en fait, sur l'origine des visiteurs. Donc, on a ces deux informations à chaque fois, la source, le support. Donc, chaque ligne, c'est un binôme de source-support. Par exemple, ici, on a en première ligne la source qui est Google avec le support organique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En fait, il y a déjà une hiérarchie entre un support et une source. C'est-à-dire que support, c'est Google Analytics considère qu'un support, c'est une typologie de trafic, c'est un type de canal. Donc, par exemple, ça peut être de l'email, ça peut être des réseaux sociaux, ça peut être du référencement naturel. Support, en anglais, on va l'appeler médium. Je vous le dis juste parce qu'après, on retrouvera ce terme. Il faut retenir que support, médium, ça veut dire la même chose. Et donc, à l'intérieur d'un support, on a plusieurs sources. Par exemple, si je reprends l'exemple de l'email, on peut avoir plusieurs types d'emails. On peut avoir une newsletter qui est dédiée à un certain type d'abonnés. On peut avoir des emails plutôt transactionnels, un email de confirmation de commande, par exemple. Donc, on peut typer en fait nos différents types d'emails et les identifier comme des sources différentes. Sur les réseaux sociaux, autre exemple, là, les sources, ça va être les différents réseaux, Facebook, Twitter, Pinterest, etc. Sur les référencements naturels, les différentes sources, ce seraient les différents moteurs de recherche, Google, Bing, Courant, etc. Donc, il faut bien retenir qu'il y a une hiérarchie entre les deux et que support est plus générique que source. Par défaut, si on fait rien, enfin si on met rien en place de spécifique sur Google Analytics, il y aura toujours 3 canaux qui vont remonter par défaut. Donc ces 3 canaux, ce sont d'abord le trafic direct que Google Analytics appelle none. En fait, ça, ce sont les personnes qui viennent directement sur votre site en tapant directement l'URL, ou ça peut être aussi des visites pour lesquelles en fait Google Analytics n'arrive pas à trouver la source. Il ne sait pas quelle est l'origine, donc c'est un peu le canal par défaut. Deuxième canal, donc en anglais on appelle ça referral, mais ça veut dire en français trafic référent. Là, il s'agit de toutes les visites qui viennent d'autres sites. Donc, quelqu'un qui était sur un autre site, qui a cliqué sur un lien, qui est arrivé chez vous, va être identifié comme referral. Et ce sont tous les sites qui ne sont pas des moteurs de recherche. Parce que les moteurs de recherche, du coup, vont être classés dans le 3e canal, qui s'appelle référencement naturel, en anglais organique. Et donc là, Google Analytics identifie qu'une personne vient d'un site et que ce site, c'est un moteur. Et donc, il va l'associer à la source organique. Ça, c'est par défaut. Mais ça ne vous permet pas, du coup, d'identifier les personnes qui viennent de vos actions à vous. Parce que ça reste des canaux naturels et assez génériques. Donc, comment est-ce qu'on fait quand on a mis en place, par exemple, un email, un post sur un réseau social, pour tracer le visiteur et savoir qu'il est venu de cette action-là? Eh bien, on va mettre en place ce qu'on appelle un tracking personnalisé. Alors là, je vous montre quelque chose qui va vous sembler au début peut-être un peu barbare. Vous avez un exemple d'URL qui est traqué. Donc, par exemple, j'envoie un email et cet email, je mets un lien vers ma page d'accueil, voyelle.fr. Donc, tous mes visiteurs, je vais leur envoyer vers cette page. À la fin de l'URL, à la fin de l'adresse, j'ajoute ce qu'on appelle des paramètres d'URL, différents paramètres qui s'appellent UTM source, UTM medium, UTM campaign. Et à l'intérieur, à chaque fois, j'identifie, je mets un nom. Et donc, c'est ça qui va permettre après à Analytics de savoir que la source, pour cet exemple, c'était la newsletter hebdo. Le support, donc le médium, c'était un email. Et la campagne, c'était l'opération de Pâques. Donc, ça peut être... pour vous expliquer un peu plus en détail, les 3 paramètres. Donc, ce sont 3 paramètres qu'il faut obligatoirement renseigner à partir du moment où vous mettez en place ce tracking. Donc, dans le médium, dans le support, vous allez renseigner donc la typologie de trafic, quel type de canal c'est. Dans la source, du coup, vous allez indiquer la source, en tout cas une catégorisation un petit peu plus fine. Et puis dans la campagne, vous allez renseigner le nom de campagne. Moi, ce que je vous conseille dans la campagne, c'est toujours essayer d'y inclure la date quand c'est une campagne ponctuelle, parce que ça va vous permettre d'une part de retrouver facilement l'action, surtout quand vous voulez analyser quelque chose un peu plus longtemps après. Et puis, vous pouvez aussi facilement, du coup, après, trier par ordre chronologique vos actions. Donc, je vous ai remis l'exemple tout en bas de à quoi ressemble, du coup, l'URL traqué.
Là, vous êtes peut-être en train de vous dire, oui, mais alors c'est un peu fastidieux d'ajouter tous ces paramètres, tout ce code un peu barbare à la fin de mon URL. Google, heureusement, propose une solution qui est assez pratique, qui s'appelle le Campaign URL Builder, donc le constructeur de paramètres de campagne. Je vous ai mis l'adresse sur le support, donc vous pourrez y aller. Donc c'est tout simple, c'est un outil où vous avez un champ où vous renseignez l'URL sur laquelle vous allez envoyer vos visiteurs. Ensuite, vous renseignez vos différents champs, source, medium, campaign. Et puis l'outil vous génère automatiquement la bonne URL qu'il faudra du coup inclure dans votre email, dans votre post. Vous avez 2 champs additionnels qui ne sont pas obligatoires. C'est si vous avez envie de rajouter encore plus d'infos, eh bien vous avez 2 champs en plus. Et donc, une fois que vous avez fait ça, que vous avez lancé votre campagne, que vos visiteurs arrivent, eh bien, ils sont automatiquement classés dans le bon canal. Vous récupérez le support, la source, la campagne, et vous pouvez donc associer à votre action eh bien, les résultats sur le site, donc le nombre de sessions, le nombre de pages qui ont été vues, les actions qui ont été réalisées sur le site. Pour vous réexpliquer un petit peu tout ça, alors pour plutôt vous expliquer comment du coup Google fait pour, à partir de ces paramètres, savoir d'où vient le visiteur. Je vais rentrer un petit peu plus dans la technique, juste pour bien reclarifier le fonctionnement. Donc en fait, Google Analytics, quand un visiteur arrive sur le site, il essaie de détecter son origine. Il va d'abord aller voir s'il y a un paramètre de tracking AdWords dans l'URL qui est consulté par le visiteur. Donc quand on met en place une campagne AdWords, automatiquement, il y a un tracking qui est généré. Là, pour le coup, on n'a pas besoin de mettre du TM. En fait, ça se fait de manière automatique. Donc, s'il y en a, il va du coup les retrouver et il va associer, il va dire que le visiteur, il vient de Google AdWords. Donc, il vient de la source Google et le médium, il appelle ça, lui, CPC. S'il ne trouve pas tracking AdWords, dans ce cas-là, il se demande, est-ce que je vois des paramètres UTM? S'il en voit, eh bien, il reprend toutes ces informations. Donc, il reclasse dans source, support. Imaginons que donc il n'y a pas de tracking AdWords, il n'y a pas de paramètre UTM, il va aller voir le site qui était consulté juste avant, le site référent. Il va se demander est-ce que c'est un moteur de recherche? Si c'est le cas, eh bien, la personne vient du référencement naturel, donc médium organique. Si la personne vient d'un site mais que ça n'est pas un moteur de recherche, donc c'est du trafic référent. Et puis, dernier cas, donc il n'y a pas de tracking AdWords, il n'y a pas de paramètre UTM, et Google Analytics n'est pas capable de savoir quel était le site consulté avant. Et bien dans ce cas-là, il a un dernier recours. Il va se dire, est-ce que ce visiteur, je le connais? Est-ce qu'il est déjà venu? Et si oui, donc il est déjà venu, est-ce que j'avais à ce moment-là réussi à identifier une source? Et s'il se souvient de cette source, et bien du coup, il va l'attribuer. C'est-à-dire que quelqu'un qui était venu la semaine dernière d'un email, s'il revient et qu'à ce moment-là, Google Analytics n'arrive pas à savoir d'où il vient, eh bien, il va considérer qu'il vient toujours de l'email. Et tout dernier cas, eh bien, c'est là qu'il n'a aucune info. Donc, il va appeler ça trafic direct. Donc, c'est probablement quelqu'un qui est venu directement, en tapant directement l'adresse. Ou alors, on n'a peut-être juste pas réussi à trouver aucune info parce qu'il y a eu une rupture technique qui fait qu'on ne sait pas d'où la personne vient. Voilà, c'était un peu le point technique. Et pour finir sur ce point-là, sur la mise en place des paramètres UTM, quelques bonnes pratiques. Premier point, moi je vous conseille d'éviter les caractères spéciaux, les accents, les espaces. Tout simplement parce que quand on a ce genre de caractères, ça peut être des fois encodé différemment et donc vous créez des doublons dans vos rapports. Vous aurez plusieurs sources par exemple qui correspondent à la même mais qui ont plusieurs façons de s'afficher. Donc, essayez de faire simple, utiliser des minuscules, pas de caractères spéciaux, pas d'accent. Deuxième point, c'est vraiment important, c'est d'avoir toujours le même nommage dans vos sources, dans vos supports. Encore une fois, pour éviter les doublons. Parce que si une fois vous appelez votre support mail et puis la fois suivante email, eh bien ça vous fera 2 lignes dans vos rapports. Donc après, ce sera du travail pour reconcaténer les deux, donc du travail un peu inutile. Pour faciliter ça, le troisième conseil, c'est de mettre en place une nomenclature. Donc, c'est tout simplement un fichier qu'on se crée, un fichier Excel, où on liste tous les canaux qu'on a l'habitude d'utiliser, et puis on nomme, on identifie quel nommage il faut utiliser. Donc, par exemple, ici, je fais de l'email, donc moi, je considère que mon support, je l'appelle email. J'aurais pu choisir autre chose, mais chez moi, j'appelle ça email. Et puis, à l'intérieur, j'ai une newsletter et une confirmation de commande.
Et pour mes campagnes, eh bien, là, je donne une règle de nommage qui va être d'abord le nom de la date et puis après le nom de la campagne. Ça, c'est très pratique quand on est quand on est une équipe où on est plusieurs personnes à travailler sur ce sujet-là, pour être sûr d'avoir tous la même façon de faire et puis que dans le temps aussi, on se souvienne bien toujours du bon nommage. Donc voilà pour ce premier point. Deuxième conseil, comment faire pour choisir les bons indicateurs. Alors par défaut, Google Analytics il nous donne des données qui vont nous renseigner sur le volume, la quantité de trafic, donc combien d'utilisateurs sont venus, combien de visites ils ont fait, et puis des indicateurs de qualité. On a par exemple le taux de rebond, qui est le taux de personnes qui quittent le site tout de suite, le nombre de pages vues, la durée moyenne, la part des nouvelles sessions. Mais tout ça, des fois, on se retrouve face à vraiment plein de chiffres et puis on se demande, bah oui, mais est-ce que ma campagne, elle est bonne? Est-ce que c'est des bons résultats ou pas? Là-dessus, moi, j'ai pas de règle. En fait, tout est relatif. C'est-à-dire que je peux pas vous dire, votre taux de rebond, il doit être inférieur à 50%. Vous devriez, sur un email, ça devrait faire autant de visites. C'est impossible de donner des règles. Le seul secret, en fait, pour réussir à identifier si on a des bons résultats, c'est de comparer. Donc il y a deux façons de faire qui sont complémentaires. On peut se comparer à un historique. Donc, par exemple, on envoie un email, voir est-ce qu'on avait fait le même email l'année dernière, est-ce qu'on a généré plus de trafic cette fois-ci. On a un deuxième exemple, je crée un article sur mon blog, il me génère, je sais pas, 100 visiteurs. Est-ce que l'article de la semaine dernière avait fait plus ou moins? Donc ça permet de se créer au fur et à mesure du temps un peu des standards de ce qu'on peut attendre d'une action. Et puis, deuxième axe de comparaison, ça va être de comparer les sources, les canaux entre eux. Par exemple, si on a l'impression que l'email présente un taux de rebond important, allez voir sur les autres canaux, est-ce que vraiment il est beaucoup plus élevé ou pas, voir s'il y a vraiment des grosses différences. Et puis après, nous, en tant qu'agence, on a aussi d'autres axes de comparaison qui peuvent être de comparer des sites entre eux quand on a des sites qui sont sur un secteur d'activité similaire. On a un peu en tête des échelles. Par exemple, sur un site e-commerce, on sait à peu près quel devrait être le taux de rebond sur une fiche produit, le taux de conversion. Donc, on se crée aussi un peu des échelles. Mais déjà, vous, à votre échelle, bien déjà, se comparer à l'historique et comparer les canaux entre eux, ça permet de se créer vraiment un standard des résultats à attendre. Autre point, donc là on a parlé d'indicateurs qui sont par défaut, mais souvent c'est pas suffisant parce que ça vous renseigne pas finalement sur est-ce que l'objectif que vous avez sur votre site est atteint. Donc c'est important de configurer des objectifs personnalisés qui vont vous permettre d'identifier si l'objectif que vous donnez à votre site est atteint. Donc vous, dans l'interface d'administration, vous pouvez créer des objectifs qui peuvent correspondre à différentes choses. Ça peut être soit une interaction, par exemple la validation d'un formulaire, un clic sur un bouton, donc une action qui est réalisée par un internaute et que vous identifiez comme un objectif. Ça peut être aussi une consultation de page. Typiquement, sur un site e-commerce, généralement, l'objectif, c'est la consultation de la page de confirmation de commande, puisqu'on considère que du coup, la vente est réalisée, l'objectif est atteint. Et puis, il y a aussi une autre possibilité que je conseille moins, parce que là, on reste plus sur des indicateurs qualitatifs, mais pas très liés à des objectifs. C'est une certaine durée de visite ou un certain nombre de pages. Donc, on peut dire... moi, j'estime que mon objectif est atteint si la personne est restée plus de 3 minutes sur mon site. Mais je trouve ça moins intéressant. Ce que je trouve le plus intéressant, c'est vraiment une action réalisée par l'internaute. Donc, c'est important d'identifier déjà quel est l'objectif de votre site. Est-ce que c'est de générer des leads, de générer du chiffre d'affaires? Et du coup, de suivre ça, de pouvoir le suivre dans Google Analytics. Une fois que ça s'est mis en place, eh bien, dans vos rapports, vous allez trouver ces nouveaux indicateurs. Donc, tout à l'heure, on avait vu qu'en traquant les sources, on avait de nouvelles lignes qui apparaissaient. Et bien ici, en mettant en place les objectifs personnalisés, on a des nouvelles colonnes qui apparaissent. Donc, par exemple, ici, sur le site de Voyelle, j'ai voulu suivre le nombre de leads que m'a apporté le site. Et donc, je peux retrouver le nombre de leads, le taux de conversion, et voire même ici on ne l'a pas fait, mais on peut y associer aussi un chiffre d'affaires. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, je peux croiser ça avec mes différents canaux. Donc, je sais exactement
chaque canal, combien il m'a apporté de leads. Donc là, ça me permet vraiment d'associer une action que j'ai mise en place et un résultat, l'atteinte d'un objectif sur le site. Dernière astuce, comment on arrive à suivre ça dans le temps. En fait, quand on analyse les résultats, donc les chiffres, c'est très bien, c'est très important. Se comparer à l'historique, comparer les canaux entre eux, c'est bien. Mais il y a souvent quelque chose qui est aussi crucial, c'est le contexte. Parce que les performances d'une campagne peuvent varier énormément selon l'actualité de l'entreprise, le contexte marché, les événements qui peut y avoir lieu, comme une crise sanitaire par exemple. Et donc, quand on analyse ces résultats, c'est hyper important de prendre en compte ce contexte. Seulement, quand on analyse les résultats d'une campagne qu'on a fait la semaine précédente, généralement, on se souvient, on a le contexte en tête, tout va bien. Mais si on veut analyser quelque chose qui s'est passé il y a plus longtemps, ou si on se compare à l'an dernier, et puis on se rend compte qu'il y a un gros écart, que l'an dernier, on avait eu un pic énorme de trafic, par exemple, eh bien, on peut ne pas se souvenir de ce qui s'était passé à ce moment-là. Et d'autant plus si à ce moment-là, on n'était pas encore arrivé dans l'entreprise, là, on n'a aucun moyen de comprendre. Donc, c'est vraiment important de pouvoir associer des chiffres avec des informations contextuelles. Pour ça, Google Analytics propose une solution qui est très simple. C'est le système d'annotation. Donc, sur chacun de vos rapports, vous avez une courbe. Sous cette courbe, il y a une petite flèche, un petit curseur. Vous cliquez sur cette flèche. Là, vous allez avoir un petit agenda qui va apparaître. Et pour chacune des dates, vous pouvez ajouter des événements. Par exemple, une bonne pratique, ça peut être par exemple de tracer à chaque fois que vous vous envoyez une newsletter, l'identifier. Comme ça, si vous avez un petit pic, eh bien, vous savez que c'est grâce, rapidement, vous allez savoir, ah oui, c'est vrai, ce jour-là, j'avais envoyé une newsletter. Et puis, c'est aussi de tracer tous les événements. Ça peut être, par exemple, la refonte de votre site, une évolution, quelle qu'elle soit sur le site, un bug technique. Si, par exemple, le site il est indisponible pendant une journée, c'est bien de s'en souvenir. Sinon, on va se poser des questions sur ce qui s'était passé. Et donc, une fois que vous créez la notation, ce qui est pratique, c'est qu'en plus, ça peut être partagé avec tous les autres utilisateurs de votre compte. Donc, vous faites le travail une seule fois pour tout le monde. Donc, en synthèse, les 3 conseils que je peux vous donner aujourd'hui, c'est d'abord de bien identifier vos sources en mettant en place un tracking personnalisé et puis en utilisant pour ce tracking une nomenclature qui soit stable, toujours la même, et puis partagée entre les membres de votre équipe. Deuxième conseil, c'est d'aller choisir les bons indicateurs. Donc, mettre en place des objectifs qui vous sont personnalisés, qui correspondent vraiment à ce que vise votre site. Et puis, pour réussir à savoir si les résultats sont bons ou non, être plutôt dans une dynamique de comparaison. Et dernier conseil, c'est de suivre votre historique grâce au système d'annotation. Donc, notre souhait, c'était vraiment de vous donner des conseils très pratiques et très concrets que vous pouvez mettre en place dès cet après-midi. Bon, vous pouvez attendre la semaine prochaine. Des choses très simples, mais qui sont hyper importantes en fait pour comprendre la valeur de vos actions. Si vous voulez aller un peu plus loin sur l'usage de Google Analytics, parce que là, on a vu vraiment qu'une toute petite portion, moi, je peux vous conseiller la Google Analytics Academy. Donc, ce sont des cours vidéo en ligne. Il y a 2 niveaux, niveau débutant ou avancé. Et c'est en français, c'est assez accessible. Donc, ça permet, si vous avez un petit peu de temps en ce moment, de vous former sur le sujet. Et puis, chez Voyelle, on a aussi des formations régulièrement sur Google Analytics. Qui peuvent être en groupe, mais souvent, en général, c'est plutôt des formations individuelles. Pendant la période du confinement, là, on assure les formations à distance. Et sachez que depuis cette semaine, il y a un dispositif qui s'est mis en place qui fait que toutes les formations qui sont réalisées par des salariés en chômage partiel sont finançables à 100% par l'État. Donc, il faut vraiment en profiter. Donc, vous pouvez contacter à ce sujet Delphine, qui est la responsable de notre centre de formation. Et de toute manière, on vous enverra le replay de ce webinaire avec plus de détails sur tout ça. Voilà, Jérémy, est-ce qu'on a des questions ? Oui, Claire, nous avons des questions. La première question est de Karine. Elle demande si on peut faire un tracking depuis un lien dans sa signature email.
Oui, tout à fait, Karine. En fait, n'importe quel lien cliquable par un internaute, on peut y rajouter un tracking qui va permettre effectivement de tracer ça et de savoir si les signatures de mail, les liens qui sont en place sont suivis ou pas. Et donc, ça permet d'identifier que les personnes sont venues grâce à ça. Oui, tout à fait. Une seconde question d'Aurélien qui demande si le tracking personnalisé est similaire à ce qu'on appelle le plan de tagage ou plan de marquage. Alors, pas exactement. Ce qu'on appelle plan de marquage, en général, c'est plutôt toutes les actions qui sont réalisées par les internautes sur votre site qu'on va tracer. Donc, par exemple, on veut tracer sur quel contenu il a cliqué, si il a validé un formulaire, s'il a rencontré à un moment une erreur technique en validant son formulaire. On va aussi, dans ce plan de marquage, pouvoir enrichir en fait les données Google Analytics avec plein d'informations. Par exemple, si on présente des produits sur notre site, eh bien Google Analytics, lui, ne peut pas savoir quel est le prix de notre produit, quel est son nom, quelle est la catégorie du produit. Eh bien, grâce au plan de marquage, on peut lui envoyer toute cette richesse d'informations pour réussir à avoir plus d'intelligence. Là, quand je parlais des UTM, on peut appeler ça plan de marquage, mais c'est vraiment un plan de marquage des campagnes, pas un plan de marquage du site. Karine pose une question sur la définition des indicateurs clés, à savoir comment on va définir ces indicateurs clés pour définir si une campagne a été une réussite. Eh bien, la première question à se poser, c'est quel est l'objectif de ma campagne, tout simplement, puisque là, j'ai parlé de lead, de chiffre d'affaires, mais parfois, une campagne, ça peut être un objectif simplement de notoriété, de visibilité. Donc, c'est vraiment, avant même de lancer la campagne, en fait, d'identifier quel est l'objectif. Et donc, et après, se poser la question, cet objectif, comment, par exemple, si c'est je veux développer la notoriété de ma marque, eh bien, comment je peux mesurer que ça a été atteint. Et donc, par exemple, sur un objectif de notoriété, ben, on va plutôt aller mesurer le nombre de fois où ma campagne a été vue, peut-être le nombre de clics sur mes campagnes. Si à l'inverse, j'ai une campagne où là, je veux générer des leads, mon objectif, c'est de faire le plus de business possible, et bien là, du coup, je vais aller chercher un indicateur qui va être le nombre de leads. Donc, c'est d'abord, on définit l'objectif et naturellement, en fait, on va en découler l'indicateur à suivre. Et il faut aussi essayer de se limiter dans le nombre d'indicateurs, parce que si on a une dizaine d'indicateurs différents, on saura plus, finalement, on ne saura plus juger qu'est-ce qui est bon ou pas bon. Donc, c'est bien d'avoir un indicateur principal, peut-être quelques autres secondaires pour quand même compléter un peu la vision qu'on a. Mais ouais, essayer au maximum d'avoir un indicateur clé. Du coup, Karine pose une question qui est, à mon avis, complémentaire. C'est sur la notion de mesure du retour sur investissement pour calculer le chiffre d'affaires généré sur un site e-commerce. Donc là, vraiment dédié à la notion e-commerce. Oui, alors donc le retour sur investissement, finalement, donc c'est le ratio entre le budget qu'on a investi et le chiffre d'affaires que ça a généré. Il y a aussi parfois d'autres calculs qui sont plutôt le ratio entre le budget investi et la marge derrière. Donc ça, c'est à chaque entreprise de voir déjà quel est son mode de calcul du ROI. Mais en tout cas, bon, ce qui est sûr, c'est que c'est un ratio entre un budget et un résultat. Et donc, il y a deux façons de faire. Ça peut être soit d'exporter les données de Google Analytics par canal, et donc voir chaque canal ou chaque campagne, combien ça m'a généré de chiffres, et puis manuellement, en fait, d'y associer le budget qu'on avait investi. Donc ça, c'est assez facile à faire. C'est juste un peu fastidieux parce qu'il y a un travail à faire à la main. Où il y a une autre façon de faire, on peut, à l'inverse, injecter dans Google Analytics les budgets par campagne pour avoir directement en fait, les deux données et pouvoir donc calculer rapidement le ROI. C'est le cas, par défaut, c'est le cas par exemple pour Google AdWords. Comme Google AdWords, c'est la même entreprise
que Google Analytics, les deux communiquent bien. Donc, le budget qu'on investit sur Google AdWords, on le récupère directement dans Google Analytics. Et donc, on a même une colonne qui s'affiche avec le ROI, donc le ratio entre budget et chiffre d'affaires. Voilà, donc pour résumer, soit on calcule à la main, donc on part de Analytics, on rajoute ces données de budget et on calcule ça à la main, soit à l'inverse, on injecte le budget dans Google Analytics et du coup tout est concentré dans la même interface. Aujourd'hui, alors Julie pose une question qui dit que grâce à Google Analytics, on devrait être en mesure de pouvoir voir aujourd'hui d'où viennent les différents participants à ce webinaire, donc notre site ou LinkedIn. Est-ce que tu as un élément de réponse à apporter, Claire? Alors oui, alors pour être transparente, est-ce qu'on a tout bien fait? Je ne sais pas. Mais oui, on est capable, donc on met en place un post sur LinkedIn, on rajoute un tracking pour dire que c'était LinkedIn, donc on sait que les personnes qui se sont inscrites viennent de LinkedIn. S'ils viennent du site, effectivement, on va mettre un autre tracking. Donc sur chacun effectivement, c'est ça, c'est sur chacun des canaux où on diffuse, on met un tracking différent et du coup, on peut synthétiser ça et voir d'où viennent les différentes personnes. Après là, oui, pour ce cas précis, en fait, le webinaire ne se passe pas directement sur notre site. Vous n'êtes pas aujourd'hui là sur le site de Voyelle. Vous êtes sur Zoom et sur Zoom, je ne peux pas mettre en place je n'ai pas de Google Analytics sur Zoom. Donc ouais, là, pour cet exemple précis, en fait, non, je sais pas je ne peux pas savoir d'où vous venez, vous individuellement. Merci Claire. Il n'y a plus de questions pour l'instant. Si quelqu'un... moi je vois une dernière question de Anne. Ah, je ne la vois pas moi. Oui. Si, pardon. Elle vient d'arriver. Donc la question est de savoir quand un taux de rebond est de 100% sur une page, quels vont être les indicateurs à suivre pour savoir d'où peut venir le problème? D'accord. Alors, donc un taux de rebond de 100%, effectivement, ça veut dire que tous les visiteurs qui arrivent sur cette page, en fait, quittent la page tout de suite. Donc, ça paraît alarmant. Alors déjà, il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est que cette page et est-ce que c'est normal ou pas que les personnes quittent directement le site. C'est peut-être qu'il y a des cas où effectivement les personnes elles viennent sur cette page-là et il n'y a aucune autre incitation à aller ailleurs sur le site. Elles récupèrent par exemple un exemple. Sur mon site, je propose un téléchargement de livres blancs. Donc la personne met son mail et puis moi je lui renvoie un email avec le lien vers la page de téléchargement. Donc elle arrive, elle télécharge le livre blanc. Bon, elle n'a pas forcément de raison de continuer sa navigation. Elle a atteint son objectif, elle a récupéré le document. Donc là, pour le coup, le taux de rebond de 100% paraîtrait à peu près normal. Si c'est au contraire, c'est une page, par exemple, c'est une fiche produit, donc là, moi j'aimerais bien que la personne aille plus loin. Donc le taux de rebond de 100%, ça ne me convient pas. Eh bien, je vais aller voir, je vais essayer de creuser un peu plus et je vais déjà voir, donc comparer à d'autres pages. Est-ce que, donc, je reprends l'exemple de ma fiche produit, est-ce que toutes mes fiches produits ont ce problème ou est-ce que vraiment c'est localisé sur celle-là? Donc si c'est localisé sur celle-là, c'est qu'effectivement, oui, on tient un truc, il y a un problème. Premier réflexe aussi, c'est d'aller voir la page. Est-ce qu'il n'y a pas un gros souci? Est-ce que peut-être que j'ai pas d'image, j'ai pas de prix, la fiche est vide et donc ça ne donne pas envie de continuer. Et puis après, dernière chose, c'est d'aller voir comment les personnes sont arrivées sur cette page. Est-ce qu'ils sont arrivés par du référencement naturel, de l'email et est-ce qu'il y a un canal en particulier qui pose un problème? Ça peut être par exemple une campagne où j'ai parlé d'un produit et puis en fait je renvoie sur le mauvais produit, donc les gens sont déçus et donc oui, ils partent tout de suite. Donc si j'essaie de résumer, c'est d'abord, se poser la question de la normalité de ce taux de rebond par rapport à l'objectif de la page.
Deux, de remettre en contexte avec d'autres pages pour essayer de voir si, vraiment, si c'est vraiment un problème localisé. Et puis, trois, d'identifier la source du visiteur et voir s'il n'y a pas un problème plutôt en amont sur le message qu'on avait émis et qui n'est pas logique avec la page d'atterrissage. Merci Claire. Alors, une nouvelle question de Karine qui là, est assez complexe pour quasiment faire l'objet d'un webinaire à elle toute seule, qui parle de la mesure du référencement naturel sur un site corporate. Comment améliorer ce référencement naturel sur le site, et est-ce qu'il y a des outils sur Google Analytics qui permettent d'avoir des clés sur l'amélioration du référencement naturel? Alors, le Google Analytics, tout ce qu'il va nous donner, c'est le volume de visites générées par le référencement naturel et puis le comportement des visiteurs qui viennent par ce canal. Donc, sur quelle page ils arrivent, quelle page ils consultent, et puis après, est-ce qu'ils atteignent un certain objectif. Donc, on reste vraiment là dans de la mesure pure, mais on n'a pas Google Analytics ne nous livre pas d'axe d'optimisation. Donc, c'est à nous d'analyser et de voir, par exemple, est-ce qu'il y a des types de pages sur lesquelles mon trafic est vraiment faible et des types de pages sur lesquelles mon trafic est très bon. Et donc, pour prioriser les actions et se dire, ah, je dois plutôt travailler ma rubrique recrutement parce que je vois que là, j'ai aucune visite, donc c'est pas normal. Donc, je vais travailler plutôt ça. Pour améliorer le référencement, effectivement, là, c'est une question complexe, il pourrait faire l'objet d'un autre webinaire. Il y a l'outil qu'on peut retrouver dans Google Analytics, il y a la Search Console, qui est un autre outil de Google, qui donne pas mal d'indications à la fois sur l'origine des visiteurs, donc on sait quels mots-clés ils ont tapé pour venir sur le site, voilà, par quels mots-clés ils sont venus et sur quelle position nous on était sur ces mots-clés. Donc ça peut donner des pistes si on voit qu'on est mal placé sur certains mots-clés qui nous sont chers, eh bien on sait qu'on va devoir travailler plutôt des contenus qui vont nous permettre de remonter là-dessus. Et puis cette Search Console, donc cet outil Search Console, il permet aussi d'avoir des informations plus techniques sur des problèmes qui pourraient être rencontrés sur le site. Si par exemple il y a beaucoup de pages d'erreurs, des pages que les moteurs n'arrivent pas à explorer, eh bien on peut le retrouver là-dedans. Et après, des outils pour le référencement, il y en a énormément. Mais en général, on démarre d'abord par analyser la structure technique du site et s'assurer que les robots des moteurs de recherche, quand ils arrivent sur le site, ils ne rencontrent pas de soucis, ils arrivent à détecter tous les contenus. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on va se concentrer plutôt sur la demande des internautes, sur ce qu'ils recherchent, et essayer de trouver comment on peut y répondre au mieux. Donc, en fait, essayer de trouver la corrélation entre nous, ce qu'on a envie de dire, ce que l'entreprise a envie d'exprimer, et puis les attentes des internautes. Donc ça demande du coup de faire une analyse des requêtes sur les moteurs, une analyse aussi des comportements des visiteurs, donc dans une démarche d'achat par exemple, quelle phase ils traversent et quelles questions ils se posent. Et pour chaque question, on peut en déduire des requêtes. Et donc pour chaque requête, eh bien, on peut construire des contenus qui vont y répondre. Voilà un peu en très synthétique. Merci Claire. Gilles pose une question qui est liée en préambule à un postulat, c'est que le fait que les internautes suppriment les cookies régulièrement ou qu'ils changent de navigateur ou surtout de device entre plusieurs sessions sur un site internet, est-ce que l'on peut estimer l'impact sur les stats de Google Analytics de ces pratiques et surtout sur Google Ads que tu évoquais précédemment? Oui, alors quand on parle d'utilisateurs sur Google Analytics, en fait, il s'agit d'un navigateur. C'est-à-dire que si je vais sur le site Voyelle avec mon ordinateur, puis avec mon téléphone, je suis considérée comme deux utilisateurs différents. Donc effectivement, Google travaille de plus en plus pour essayer de réconcilier tout ça et essayer de tracer un visiteur, quel que soit son device, par exemple. Mais on n'aura jamais la vérité là-dessus. Et puis, en plus, effectivement aussi, les internautes suppriment leurs cookies ou peuvent avoir des bloqueurs de cookies installés. Donc, c'est pour ça que, selon moi, la statistique la plus fiable, parce que c'est la plus brute, c'est plutôt d'aller voir les visites. Parce que ça, une visite, on la trace.
Tandis que savoir si la visite, c'était toujours la même personne ou pas, là, ça va dépendre de pas mal de facteurs. Par exemple, si un internaute a un compte Google sur son PC, installé sur son PC, sur son téléphone, là, Google va pouvoir réconcilier les deux. Mais s'il est dans deux écosystèmes complètement différents, il aura beaucoup de mal à savoir que c'est la même personne. Donc, ouais, moi, je conseille plutôt, quand on se compare, par exemple, en historique, de comparer plutôt les visites que les visiteurs. J'espère que ça répond à votre question. Merci Claire. Pas de nouvelles questions. Est-ce que si un participant a une question, je l'invite à la saisir. Ouais, ou si jamais il y a quelque chose qui n'est pas clair dans dans les réponses que j'ai apportées, n'hésitez pas. Il nous reste encore 1 minute. Célina demande si ce webinaire sera dispo en replay. Oui, tout à fait. Donc, on va vous envoyer un email avec le replay. Donc, vous pourrez le revisionner quand vous souhaitez. Et puis, on vous remettra je vous remettrai les liens pratiques vers les outils, vers la Google Analytics Academy et vers notre catalogue de formation. Voilà. Eh bien, plus de questions. Eh bien, merci beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire, c'était un plaisir. Et on reste à votre disposition si vous avez d'autres questions qui vous viennent. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous. Bon appétit et bonne journée.